Dans l'idée que je me fais de notre métier, à partir du moment où l'on intervient dans des foyers qui sont composés de chiens, mais aussi inévitablement d'humains, pour moi, il est extrêmement important de maîtriser les sciences du comportement humain, on va dire la psychologie au sens large, autant que le comportement canin ou l'éducation canine. En fait, dans mon esprit, ce sont trois disciplines qui sont parfaitement indissociables. Une petite histoire pour illustrer tout ça. J'ai été appelé par une femme qui vivait avec un labrador de 7 ans, depuis 7 ans, et jusque-là tout se passait bien, jusqu'à il y a quelques semaines, où son chien s'est mis en fait à lui aboyer dessus, à lui grogner dessus au moment de son coucher à elle. C'est un comportement qui d'un côté lui faisait peur, mais qui surtout l'inquiétait, parce qu'elle se demandait si son chien n'avait pas simplement un vieillissement un peu précoce, un vieillissement qui était compliqué et une forme de dégénérescence cérébrale. J'arrive sur place, je tombe sur la caricature qu'on peut se faire d'un labrador, un chien enjoué, un chien dynamique, un chien extraverti, ultra communicant, et une humaine à l'identique. Comme sur ce coup-là, le contexte problématique en fait est toujours le même et qu'il met personne en danger, eh bien je propose qu'on le reproduise point par point pour voir s'il y a un élément précis, si on peut trouver une cause directe du comportement. Donc on va le simuler et on va tenter de trouver le ou les déclencheurs. Moi, en les trouvant, ça me permettra en fait de les utiliser comme des leviers de démarrage ou d'arrêt de comportement qui seront utiles dans ma thérapie. Comme le rendez-vous se passe en plein jour, sur ce coup-là, on va déjà commencer par simplement baisser le store et se mettre dans le noir, simuler le côté nocturne. J'appuie, j'observe le chien, pas de réaction particulière. Je lui demande si elle peut s'allonger sur son canapé, qui est le canapé-lit, puisqu'elle vit dans un studio. Elle s'allonge, pas de réaction particulière de chien. On déplie le canapé, le clic-clac, en mode lit, pas de réaction. Elle s'allonge dessus, pas de réaction. On fait plusieurs combinaisons finalement de tout ça pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui peut le déclencher. Rien. Je lui demande s'il y a un autre rituel du soir, et elle m'explique que oui, elle va dans la salle de bain, elle se brosse les dents, elle prend sa douche, etc. Et tout en me le disant d'ailleurs, puisqu'elle a bien compris la façon dont on fonctionne sur ce coup-là, eh bien elle le fait. Elle réussit d'ailleurs à se brosser les dents tout en continuant à m'expliquer des trucs, à parler. C'est plutôt assez, c'est assez impressionnant à voir sur le coup. Elle fait couler l'eau de la douche, elle ressort avec un peignoir, elle s'allonge sur le lit. Rien, toujours rien. Bon, lui, il est un peu peut-être interpellé, peut-être un poil inquiet, mais en même temps, on fait des trucs qui sont pas forcément naturels en pleine journée, donc ça peut être compréhensible. Ok, bon, maintenant, on va baisser le store et puis voir si la situation globale peut créer quelque chose chez le chien. Rien de particulier, peut-être un peu plus sur ses gardes, un peu plus sérieux, mais rien de concret en soi. Donc, ce qu'on va faire, vu qu'elle me dit que le comportement se produit toujours dans la première demi-heure qui suit son coucher, on va temporiser, on va continuer à échanger pendant ce temps-là, et elle avait beaucoup de choses à raconter, on va échanger pendant ce temps-là, et puis, moi, les informations que je vais récupérer me seront de toute façon utiles pour la mise en place de ma thérapie, pour mettre quelque chose en place qui sera parfaitement personnalisé. On échange, bla 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 bla, jusque-là, rien ne se passe, jusqu'au moment où mon téléphone se met à sonner, ou plutôt à vibrer. Et à l'époque, alors il était posé sur un plateau en verre avec mes clés, mon bloc, etc. À l'époque, j'avais un BlackBerry. On remonte début des années 2000, j'avais un des tout premiers modèles de BlackBerry qui avait la particularité de vibrer assez fortement quand même. C'était le genre de téléphone, tu l'as dans ta poche de pantalon quand il vibre, ça te découle le jean et ça t'épile la cuisse en même temps. C'était à peu près l'idée, tout sauf discret en fait, quand ce téléphone vibrait. Bref, le téléphone se met à vibrer, là, le chien, déclenchement aussi sec. Aboiement, grognement, il recule dos contre le mur, poil hérissé, les oreilles vers le bas, la queue entre les pattes. Bref, très similaire finalement à ce qu'elle m'avait expliqué au téléphone et quand je suis arrivé sur place. Et surtout, un chien vraiment pas ravi de ce qui est en train de se passer, clairement. Dans mon esprit, moi, à ce moment-là, je me dis, hey, je vais peut-être trouver, il y a un bruit qui, le soir, peut le déclencher une fois qu'elle est couchée. Donc, je lui demande, est-ce que ça peut être votre téléphone? Je fais l'association directe, pourquoi pas? Là, elle me dit non. Ok, je regarde autour de moi, c'est un petit studio, un vieux frigo, etc. Est-ce que ça peut être le frigo? Non. La machine à laver? Bref, je teste deux, trois questions pour essayer de voir et systématiquement, non. Ok, pendant ce temps-là, lui, le chien continue à aboyer, à faire la guerre, il se calme un peu, mais quand même, il reste pas mal acharné, on va dire. Et je me rends compte que, au-delà des aboiements, elle qui jusque-là était si communicante, elle dit plus rien. Son ton, quand je lui pose des questions, est plutôt sec, et surtout aucune explication, c'est juste des noms, alors que jusque-là, la moindre opportunité de parler beaucoup, elle la saisissait. Donc je me dis que
le comportement de son chien, puisqu'elle m'avait dit que ça l'inquiétait, doit vraiment, même là dans une simulation, l'inquiéter aussi. Moi je suis pas là pour faire du mal à ma cliente, ni pour faire du mal au chien, donc dans l'idée je dis c'est pas grave, même si j'aurais aimé voir le comportement arriver à son terme, avoir les buts d'un comportement naturel, c'est toujours utile, pareil, dans mes protocoles de travail, pour pouvoir compenser, pour pouvoir faire en sorte que le chien, même si je le prive quelque part de ces comportements-là, pour qu'il continue à se sentir bien. Bref, je dis c'est pas grave, on arrête tout, je suis pas là pour avoir une humaine qui fait la gueule dans son coin et un chien qui aboie de l'autre, hein, c'est pas l'idée. Donc je remonte le store. Quand je remonte le store, le chien effectivement se calme, et à partir du moment où lui se détend un peu, eh bien je regarde ma cliente qui n'est plus du tout la même. Elle s'est relevée, elle a commencé à replier le canapé, enfin le lit du coup en canapé. Elle est rouge pivoine, elle a le regard qui est fuyant. Bref, je sens que dans son attitude, en fait, la situation qui vient de se passer a créé chez elle, une gêne. Une honte, un sentiment de honte. Et c'est là que la psychologie humaine entre vraiment en jeu, qu'elle est vraiment utile au moins dans cette histoire. Parce que moi, en pouvant identifier dans son comportement une émotion derrière, un sentiment derrière, eh bien, je peux travailler dessus et je peux du coup agir vraiment en conséquence. C'est-à-dire, je ne m'occupe pas que du chien, je m'occupe aussi de l'humain. Et ça, c'est super important. Donc, pardon s'il y a des puristes, en fait, au niveau psycho, je vais essayer de simplifier le concept au maximum. Dans sa définition, la honte, c'est vraiment la peur d'être jugé négativement par quelqu'un parce qu'on estime, on s'est mis en tête qu'on a eu un comportement qui était inférieurement non conforme à une norme qui serait une norme sociétale, une norme religieuse, une norme culturelle. En gros, c'est ça. Et en gestion de crise, on apprend que pour aider quelqu'un à s'extirper rapidement d'un sentiment type honte, la solution la plus efficace, c'est de se placer soi-même dans un état de gêne qui sera encore plus important. Le but, en gros, c'est simplement de stimuler l'empathie de la personne qui est face à nous pour qu'elle déclenche un réflexe de protection et amener, par conséquent, un retour de communication. En gros, si je suis plus honteux qu'elle, eh bien, elle va mettre sa propre honte de côté pour essayer de m'aider. C'est quelque chose qui est plutôt pas mal. C'est un jeu, on va dire, de manipulation positive, mais qui a un impact positif et vraiment efficace. Fin de la parenthèse psycho. Vraiment, pardon si j'ai trop simplifié. S'il y a des puristes ou des gens du métier, je suis navré. Faut essayer de faire très très vite. Je reprends. Donc, me voilà parti, en gros, à me confondre en excuses, à lui expliquer que je suis navré, que je comprends pas, il y a un détail qui m'échappe, je me sens nul. Bref, en gros, je vais rentrer chez moi, je vais prendre des ronces et je vais me fouetter avec. C'est à peu près l'idée. Son réflexe empathique naturel prend directement le dessus. C'est cool parce que c'est vraiment ce que je cherchais à déclencher. Elle essaie de me rassurer, elle recommence à me parler, à faire des phrases, et ça, c'est plutôt bon signe pour essayer de me rassurer. Et puis, elle en arrive à me dire « Non, mais j'ai compris ». Ok, d'accord, t'as compris, c'est bien. Et en disant ça, elle se dirige à côté du canapé. Il y a un petit placard, un meuble. Elle ouvre un tiroir et de ce tiroir, elle sort une statue, un dauphin, un genre de statue. Je dis ouais, elle est chouette cette statue. Point de suspension quoi, pour l'amener à compléter, parce que j'avoue que sur ce coup-là, ouais, ça m'évoque pas grand-chose en fait. Et là, elle me dit, en rougissant, elle rebaisse un peu les yeux, en rougissant, elle me dit c'est mon vibromasseur. Ok, donc j'avoue qu'à ce moment-là, moi, dans mon esprit, il y a plein de pensées qui se sont bousculées. Mais alors des trucs un peu bizarres, hein, du genre, non madame, ça c'est une batte pour chasser les cambrioleurs, à peut-être des questions un peu plus techniques, du genre, mais comment on peut se donner du plaisir avec un truc aussi... Enfin voilà, c'était quand même énorme quoi comme bazar. Donc bon bref, je garde tout ça dans mon esprit et elle de son côté, le petit jeu qu'on vient de mettre en place fait qu'elle s'est relibérée dans sa parole et elle m'explique simplement de façon très naturelle et pourquoi pas, elle en a tout à fait le droit, qu'elle est célibataire depuis plusieurs mois, que ça commence à lui peser, que ça fait partie parfois de son rituel du soir. Bref. Je lui demande si elle peut l'allumer, bien entendu, pour voir si ça déclenche son chien. Je me doute que oui, mais j'ai besoin d'une vérification, autant l'utiliser. Et là, le choc. Mais alors pas le choc par rapport à la réaction du chien qui était prévue, le choc par rapport à la vibration de l'engin. C'était une vibration tellement forte que je me suis vraiment demandé comment est-ce qu'on pouvait utiliser ce genre d'accessoire sans se péter un os. Et j'ai pas dû que le penser, à mon avis, parce que sa réaction, elle, a été d'éclater de rire, donc soit elle l'a vu sur mon visage, soit je l'ai peut-être dit à haute voix. Mais en gros, ce qui est plutôt bien, c'est que du moins elle d'ailleurs, venait de trouver la solution. Elle venait en tout cas de trouver la cause directe du comportement de son chien. À partir de là, ça a été assez simple. On a mis en place en fait une désensibilisation au bruit et similé vibration. On a mis en place un travail éducatif relationnel pour qu'elle soit capable de reprendre le contrôle dans une situation de crise avec son chien. Et puis pendant ce temps-là, bien sûr, la consigne, ça a été de laisser son dauphin dinosaure dans son placard. En une grosse semaine, le problème était réglé. Toute cette histoire
pour vous dire que c'est pas parce que vous prenez du plaisir que la situation sera forcément agréable pour votre chien. Et inversement, parfois, en fait, ils ont des comportements qui nous sont parfaitement désagréables, mais pour eux, ils sont réellement chouettes. À leurs yeux, c'est quelque chose de vraiment sympa. Et si on néglige, en fait, ce paradoxe, eh bien, on passe à côté de l'opportunité de créer des environnements qui seront vraiment agréables pour tous, sans déranger qui que ce soit.